Passion Auto Rétro vous est présenté par Hagerty, assurance de voitures classiques. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, c'est dans un décor enchanteur du lac Beauport qu'on vous présente l'émission. Cette semaine, on vous présente une voiture très rare, une voiture canadienne dont le nom est emprunté du gouverneur de la Nouvelle-France, M. Frontenac. Sans perdre un instant, on vous présente une Frontenac 1960 et je vous la fais découvrir avec M. Lacombe. À la suite de l'abandon de l'Edsel, un échec commercial sans précédent, plusieurs concessionnaires se retrouvaient avec une gamme de véhicules réduite. La popularité et l'arrivée grandissante des voitures compactes européennes, ainsi que la Rambler American et la Studebaker Lark, incitèrent les trois grands à mettre en marché une voiture compacte. Les concessionnaires Ford voyaient arriver une nouvelle Falcon et ceux de Mercury aux États-Unis recevaient la nouvelle Comet. Mais qu'en était-il des vendeurs Meteor Mercury au Canada? Ford Canada concocta donc une voiture typiquement canadienne, la Frontenac issue de la même chaîne de montage que la Falcon. C'était essentiellement la même voiture, mais avec des ornements familiers aux Canadiens, dont la feuille d'érable. Dans le but de créer un sentiment d'appartenance à cette époque, les compagnies américaines désignaient plusieurs véhicules vendus au Canada avec des noms différents que ceux vendus aux États-Unis. Meteor et Monarch étaient canadiens, tout comme les noms de la gamme des Pontiac canadiennes. Monsieur Lacombe, vous êtes propriétaire d'une voiture très rare, une voiture canadienne, une Frontenac 1960. Oui. On n'en voit pas, il en reste quelques-unes encore en circulation. Mais d'abord et avant tout, j'aimerais savoir votre premier contact avec l'automobile. Comment faire les premières vibrations que vous avez ressenties avec l'automobile, ça se passe quand? Je collectionnais les Dinky Toys, les Corgi Toys, les Matchbox. Et donc, je m'amusais, je connaissais, j'apprenais l'automobile à travers ça. Moi, je viens d'un quartier ouvrier de Trois-Rivières où les gens, au fond, on avait tout à portée de la main. Les gens n'avaient pas beaucoup de voitures. On a vu à la fin des années 50 commencer à voir apparaître les Chevrolet, les Pontiac, etc. Dans la famille, mon grand-père était infirmier, il a été brancardier sur l'ambulance à cheval de l'hôpital de Trois-Rivières dans les années 20. À cheval, on le À dit cheval, bien, là. à cheval. Et en 1960, il avait 63 ans, il a décidé de passer son permis de conduire pour s'acheter sa première voiture, une Corvair. 63 ans. Toute sa vie, il n'a pas eu de voiture. Il était à cheval, dans le fond. Non, bien, lui, on était à Trois-Rivières. Ça fait qu'il avait sa vieille bicyclette brune. OK. Et il partait le soir avec sa trousse d'infirmier en cuir, puis il allait donner des services à domicile. Ah, ouais. Il a fait ça jusqu'en 1960. La Corvair de votre grand-père, c'est une voiture qui a pu rouler un bon bout de temps. Il a travaillé avec? Parce que prendre son permis à 63 ans, c'est pas pour nous normal. Il l'a eu 6 ou 7 ans. Après ça, il a acheté une Acadian qui a eu 2-3 ans seulement, parce qu'après ça, il est devenu aveugle. Progressivement, on voyait qu'il perdait la vue. Ce qui fait qu'au fond, il a eu des voitures sur ses 83 ans de vie, même pas 10 ans. OK. Puis, juste par curiosité, la Corvair étant une voiture, on va se dire, au design plutôt normal, là, il n'y a rien d'extravagant. Est-ce qu'il y a d'autres voitures significatives qui vous ont allumé après ça, par la suite? Je me souviens d'une maison qui était voyageur de commerce. Et lui, il changeait de voiture souvent. Puis à un moment donné, il y a eu Pontiac décapotable. Puis là, il voulait qu'on s'assoie sur le dossier en arrière, tu sais, et que ma mère n'aimait pas ça. Et non. Parce qu'il y avait le pied pesant. Tout le monde avait le pied pesant à l'époque, là. Puis on n'avait aucune conscience, je le répète souvent, la sécurité, on n'avait pas conscience de ça à cette époque-là. Non, ça n'existait pas. Il y a eu quelques entrepreneurs comme Tucker qui ont essayé de sensibiliser, mais ils ont toujours eu l'opposition des grands de l'automobile.
Parce que les gens voulaient du design, de la puissance, Et, puis de la et la sécurité preuve, passée la après. preuve là-dessus, il n'y a pas de ceinture au fond, il n'y a pas de servo-frein, donc c'est vraiment minimaliste là, du point de vue de la sécurité. Le tableau de bord est encore en métal, donc il n'y avait pas vraiment... La notion de sécurité, là, elle n'était pas là, contrairement aux voitures d'aujourd'hui. Par la suite, vous avez eu sûrement votre première voiture neuve, j'imagine. Est-ce que c'était Non, la un- première n'était pas neuve. Je finissais le cégep et puis il y avait un gardien de la résidence du cégep à Jonquière qui avait un Ford Galaxy 500 en 1964. Et je lui ai acheté son Galaxy 500 que j'ai eu quelques mois parce que même si le prix de l'essence n'était pas cher à l'époque, pour un finissant de cégep, c'était hors de prix. C'était cher. C'était un 390 pouces cubes là-dedans et l'essence sortait aussi vite que tu en mettais. Ça arrivait souvent avec les cylindrées de l'époque. Effectivement, ça consommait C'est ça. des Après bonnes ça, moyennes. après ça, j'en ai eu plusieurs. Là. Une que j'ai particulièrement appréciée, c'est 1980, c'était une Honda Accord. Fait qu'on tombe dans C'est un une autre vitesse. style, une autre Absolument, époque, dans les japonaises. qui avait une bonne motorisation, qui était fiable, et puis... On tombe dans une autre époque à ce moment-là. Mais C'est dans ça. l'antique, pour vous, est-ce que c'est votre première voiture? C'est ma deuxième. C'est votre J'en deuxième. ai une autre qui est un Oldsmobile 98 1974, qui est un véritable paquebot. Je dis que c'est un paquebot parce qu'il y a un bouton marqué Cruise Control dessus, donc c'est un paquebot pour faire de la croisière. Et je dis, l'autre, c'est mon paquebot, puis ça, c'est le rafio de sauvetage. Parce Les que deux vont ensemble. les deux vont ensemble. L'autre appartenait à un de mes oncles qui partageait avec moi la même date de naissance. Et quand il est décédé, la famille l'a mise en vente. Je dis, bon, écoute, il s'en est tellement bien occupé que je vais la reprendre. Puis ça fait en même temps un rappel puis des souvenirs familiaux. C'est ça. Et conduire un 98 qui est d'une souplesse absolument formidable, à côté de ça, c'est un luxe. On apprécie les contrastes, comme on dit. C'est ça. Monsieur Lacombe, tantôt, on a parlé un peu de votre histoire, votre enfance en lien avec l'automobile. On va se concentrer un peu sur le Frontenac 1960. C'est une voiture qui est, à quelque part, une Ford Falcon, américaine, mais de façon canadienne, si on peut dire. Oui. En fait, ce que l'on comprend, c'est que, d'abord, c'est une Frontenac. Ford, quand ils ont produit le Falcon, offrait toujours une voiture jumelle, donc, au concessionnaire Mercury. Ils ont décidé au Canada que c'était la Frontenac. OK. Mais ce n'était pas une Mercury Frontenac, ce n'était pas une Ford Frontenac. Nulle part autour, vous trouvez le nom de Ford, sauf sur l'appliqué là, du garage identifiant le concessionnaire. Parce qu'on voulait créer une division canadienne. Donc, on a pris une Falcon, puis on a fait quelques changements esthétiques. La grille à l'avant, par exemple, au lieu d'être pleine, c'est comme deux fusées qui se rejoignent avec une hélice au centre. Oui. Et on a appliqué un peu partout la feuille d'érable. Et c'est quand même notable parce que l'unifolié canadien a été adopté en décembre 1965. C'est un modèle 60, produit en 59. Donc, on est 6 ans avant En avance. le Canada. On produit déjà l'unifolié rouge sur la voiture. Et c'est la seule différence par rapport à la Falcon, c'est strictement esthétique comme ça. Donc, Ford, les dirigeants de Ford Canada avaient probablement dans leur tête l'idée de faire vraiment une division canadienne. C'était l'objectif, de faire une division canadienne. Et pour mousser un peu la fierté canadienne, on a adopté le nom, évidemment, Frontenac, fait très canadien, Oui. et la feuille d'érable, fait très canadien. Donc, on a moussé un peu cette division-là, sauf que ça n'a duré qu'1 an. Je sais, pour avoir lu, qu'il y a eu un modèle 61, Oui. un prototype, qu'on a promené d'un bout à l'autre du pays pour faire les séquences photographiques pour la publicité, mais la publicité ne s'est jamais rendue. Il y a eu une décision prise en haut lieu chez Ford de couper cette expérience-là. Il faut se rappeler qu'en 1960, Ford vient d'abandonner sa division Hetzel. Et ça, c'est important. On va se déplacer. Nous, on va aller se promener un peu dans la voiture. Puis on va continuer sur l'histoire d'Hetzel pour voir les parallèles entre la Frontenac et l'Hetzel puis les OK. conséquences de tout ça. On se retrouve dans quelques instants.
Mario, il y a une compagnie automobile, Pierce Arrow, qui s'est intéressée au camping. Ils ont fait vraiment des beaux combos. Oui, bien, quand on parle de Pierce Arrow, rappelez-vous les 3 grands P à l'époque, Ouais. Peerless, Packard, Pierce Arrow. Là, on parlait de véhicules de haut de gamme, véhicules de luxe, véhicules dispendieux. Si bien que la société, en 1936, Pierce Arrow, a dit, ouais, on vend un peu moins de voitures. Il y avait eu la Grande Dépression puis tout. Puis là, on voulait avoir un véhicule accessible pour tout le monde, mais dans le domaine du loisir, le domaine de la roulotte. D'où l'idée de faire un combo. Et voilà. Donc, on a offert une roulotte, mais Pierce Arrow a gardé la même ligne qu'avant. C'est-à-dire, on a gardé la ligne de qualité et de grand luxe. Donc, on a créé 3 modèles de Travel Lodge qu'on appelait. Il y avait le modèle A avec 19 pieds, le modèle B, 16 pieds, et le modèle un peu plus, disons, conventionnel, plus petit, à 13 pieds. Mais là, on est vraiment dans de la qualité. Vous allez comprendre pourquoi. À l'image de la compagnie. Ben oui. Alors, on a construit ça avec un cadre solide en aluminium à l'époque, avec une suspension à essieu indépendante équipée d'amortisseurs à levier et de freins hydrauliques. Hey, on est en avance beaucoup. On là. est en 1936. Là. On OK. comprend un peu le... Et l'extérieur de la remorque même était recouvert d'aluminium de calibre 18 avec une isolation appliquée, une chambre d'air avec l'intérieur. Donc, on avait même conçu la roulotte pour les grands froids. C'était quand même assez exceptionnel pour l'époque aussi. C'est vraiment exceptionnel, Mario, parce qu'on parle de choses qu'on parle aujourd'hui de technologies nouvelles. Oui. Ils avaient déjà tout créé ça, un véhicule de loisirs. Exact. Et à Isolé. l'intérieur, vous comprendrez qu'on avait toutes les commodités. Là. Frigo, même frigo en 36, c'était quelque chose. Là. Oui. Les cuisinières et autres. Si bien que l'histoire étant la même, on n'en a vendu que très peu. On n'a vendu seulement que 450 exemplaires. C'est Vous pas gros. comprendrez qu'en 1937, on est arrivé avec... on a dû cesser des activités. Mais encore là, on a créé des belles pièces de musée qui sont exposées encore aujourd'hui. Et probablement beaucoup de recherche et de développement qui servent encore aujourd'hui dans les roulottes. Bien, sûrement. Écoute, on a tracé la ligne, c'est bien sûr. La semaine prochaine, on va parler d'une belle petite histoire. On parle de Classe C. Classe C, c'est un devant comme de camion avec une boîte habitable en arrière, mais un qui a été oublié au Royaume-Uni. Je vous garde ça pour la semaine prochaine. Merci, Mario. Merci. Cette chronique vous a été présentée par le magazine V8 Passion. Monsieur Lacombe, on parlait tantôt de l'Hetzel, qui a eu vraiment une influence sur la compagnie Ford. Je pense que les difficultés qu'ils ont eues avec l'Hetzel ont peut-être nuit finalement à la Frontenac. Bien, ce que l'on sait, c'est que la décision d'annuler le programme Hetzel est venue en 1960 et la décision d'annuler le programme Frontenac est venue en 1960. Est-ce qu'il y a des liens entre les deux? On peut présumer que oui, parce que c'est sûr qu'Hetzel a coûté une fortune. C'était un flop monumental pour Ford et peut-être qu'effectivement... Et on s'est peut-être dit aussi, regardez, on a eu des problèmes avec une nouvelle marque. Peut-être qu'on serait mieux de ne pas faire une nouvelle marque non plus. Une nouvelle division. Déjà Ouais. là, l'échec était cuisant pour eux, comme on le disait C'est tantôt. ça. Alors, on a décidé de couper court le programme Frontenac et les marchands Mercury se sont trouvés avec, à ce moment-là, la Comète, qui était, au fond, comme une Falcon, mais avec un design différent qui se rapprochait plus de du design des Mercury. Également, il avait fait des plans, il y avait tout le programme marketing qu'on parlait tantôt qui était établi. Donc, c'était vraiment dans la stratégie long terme de Ford Canada d'établir une division, une nouvelle division au sein de la compagnie. Là. Bien, c'était ça à la base, mais ça a duré 1 an. Ce que j'ai entendu, c'est que j'ai lu dans un article qui date de 2014 qu'il en resterait quelque chose comme 16 à 18 sur les routes au Canada, mais je n'ai rien qui peut me confirmer ça. J'ai vu la même chose que vous, mais en tout cas, je peux vous dire J'ai- que je n'en ai pas vu souvent. J'ai vérifié auprès de la SAAC. On me dit qu'il y a une voiture Ford 1960 immatriculée au nom de Falcon, de Frontenac. Sauf qu'il y en a 13 où, sous modèle, il n'y a aucune inscription. OK. Et moi, quand je regarde mon certificat d'immatriculation, c'est Ford, il n'y a rien dans le modèle, et 1960. Donc, est-ce que dans ces 13-là, ce sont tous des Frontenac ou est-ce qu'il y a d'autres modèles qui n'ont tout simplement pas été répertoriés?
parce qu'il faut dire que c'est pas dans la base de données De Ford. de la SAC. Moi, quand j'ai appelé mon assureur puis que j'ai dit que c'est un Frontenac, là, j'entendais au bout du fil l'agent essayer la schlac. J'ai dit, c'est pas dans votre base de données, hein? Il dit non. Fait que là, ils l'ont rentré sous Ford, autre modèle. Donc, combien y a-t-il vraiment de Frontenac au Québec? Je n'en ai aucune idée. J'ai parlé avec un autre propriétaire qui reste à Frampton, qui lui en connaît un autre. Il y en a au moins 3 au Québec. Et peut-être qu'il y en a plus, je ne le sais pas. Mais de là à dire qu'il y en a moins de 20 qui roulent au Canada, impossible à dire. Mais on peut s'entendre que c'est une voiture très rare, exclusive. Puis en terminant, mais l'année d'après, en 61, elle a pris le nom américain de Comet. C'est bien ça? C'est ça. Celle-là, je l'ai trouvée en regardant les petites annonces sur Internet. J'ai écrit au propriétaire, il ne m'a pas donné de réponse. J'ai réécrit, je n'ai pas eu de réponse. Et j'ai trouvé le propriétaire précédent par Internet qui m'a permis d'entrer en contact avec le type qui voulait vendre sa Frontenac. Wow. On appelle ça de la ténacité. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est parce qu'elle était pour toi. Nous, on continue de rouler un petit peu. On se retrouve sur le plateau pour la suite C'est de beau. l'entrevue. Le 1er mars 1960, un tremblement de terre secoue Agadir et détruit une grande partie de la ville. Plus de 15 000 personnes périssent lors de cette catastrophe. Le 1er mai, un avion espion américain est abattu alors qu'il survole l'Union soviétique. La relation entre les deux pays très fragile s'est détériorée rapidement suite à cet incident. Et le 15 septembre, c'est la fin de la carrière de M. Hockey. Maurice Rocket Richard annonce officiellement sa retraite à la presse à l'hôtel Reine-Élisabeth de Montréal. Il restera toutefois avec le Club de Montréal en tant qu'ambassadeur. C'est la fin d'une ère. Monsieur Lacombe, merci pour la petite balade. Très agréable. Là, on voudrait comprendre un petit peu pourquoi la voiture a été créée. Les Européens s'en venaient après les années 50 en Amérique avec leur voiture. En fait, c'est tout le mouvement des petites voitures qui apparaissent. Volkswagen, en particulier, vendait déjà autour de 60 000 voitures en Amérique du Nord. C'est quand même beaucoup, hein? C'est quand même beaucoup. Au Canada, il y avait aussi Renault et Citroën qui étaient là. Et en 1958, Rambler est arrivé avec une première petite voiture. Là, on tombe dans les Américaines qui On tombe dans les réagissent. Américaines. Après ça, Studebaker-Lark. L'année suivante, 1960, apparaissent la Falcon. Et évidemment, l'équivalent au Canada, qui était la Frontenac, et aux États-Unis, la Comet. Valiant chez Chrysler et Corvair chez GM. Donc, c'est le début des petites voitures dites plus économiques. Donc, le marché américain vient de réagir aux Européennes. Oui, et cette année-là, ce que j'ai lu, c'est que ces petites voitures-là constituaient déjà 20 du marché au Canada. Quand même. C'était quoi le phénomène? Probablement que c'était... Avant, il y avait une voiture, une grosse voiture par famille. Peut-être que là, c'était la maman qui avait sa petite voiture avec la grosse voiture familiale. Oh, non, C'est un on peu n'était ça? pas encore là-dedans. On était déjà... il y avait déjà eu, avec les problèmes du canal de Suez, là, on remonte dans les années 50, un petit choc pétrolier. Puis là, on a commencé à vouloir réduire un peu. OK. Et c'est un peu comme ça qu'on est arrivé chez les Américains à partir de ces énormes masses de tôle et de fer vers des voitures plus petites. Puis la voiture américaine, quand même grande et grosse, typique, se vendait aussi avec les petites à ce moment-là. Oui, oui. C'est un marché vraiment qui a évolué. Par la suite, les Américains ont toujours suivi, puis il y a toujours eu du marché pour la petite voiture pour le reste des Les années de Japonais sont l'industrie. arrivés dans les années 60 et puis le reste, on voit l'évolution aujourd'hui, là. Dans la vie de tous les jours, c'est une voiture quand même, je sais que c'est une voiture qui est
pas une voiture moderne, mais quand même à basse vitesse intéressante à conduire. C'est confortable, c'est pas une voiture qui brasse trop. Mais c'est sûr que c'est plus difficile à conduire qu'une voiture moderne. Mais roulez-vous quand même pour vous amuser? Un petit peu, pas beaucoup. Je vais dans des rassemblements, des choses comme ça, mais je vais pas me promener beaucoup avec non plus, là. Genre, Je fais attention. Oui. Je fais attention là, pour pas trop la rouler non plus. Mais c'est toujours plaisant quand même. Mais il n'y a pas de cerveau de direction, il n'y a pas de cerveau frein. Ça se conduit de façon tellement différente d'une voiture ordinaire. Donc, c'est une voiture où on est nostalgique, on roule à basse vitesse sur une petite route, mais on Puis fait pas des grands voyages. on prend tous les pouces en l'air et les salutations qui nous viennent là, sur le bord de la route. C'est toujours plaisant. Parce qu'il faut se le dire en terminant, c'est une voiture extrêmement rare, qui a beaucoup d'histoire. On parle d'une division, une nouvelle division de Ford qui n'a pas eu lieu. Ouais, mais... Et il y a énormément de bagages dans cette voiture-là. Oui, mais il faut se rappeler une chose. Quand on a lancé, ça, c'était la publicité de lancement, Oui. on la voulait mémorable. Disons que c'était une mémoire à très court terme, parce que ça a duré juste un an. Absolument. Ça a duré 1 an l'expérience. Malheureusement. Et les gens ne la connaissent pas. Les gens pensent que c'est un Falcon. Et quand tu expliques l'histoire, là, c'est pas la même chose. Effectivement. Et peut-être, si on avait été chanceux, on aurait eu une nouvelle version 1961, mais l'histoire a fait que le croquis était jeté aux poubelles. Le prototype, et on ne sait où. Je vous remercie beaucoup, M. Lacombe. Au revoir. Super intéressant. Merci. La voiture de la semaine vous a été présentée par Hagerty, assurance de voitures classiques. Cette semaine, Passion Auto Rétro s'est déplacée du côté des Belles Autos d'hier pour le Gala des Belles Autos d'hier, 24e édition. Un nouveau site vraiment beau, beaucoup de monde, la chaleur 2 jours. Et j'ai avec moi les organisateurs. Bonjour Daniel. Salut. Ça va bien? Oui. Un gros changement cette année, on change de site. On n'a pas eu le choix en 2019 de se déplacer dû à des rénovations au Manoir Montmorency. Ça a pris 3 ans, pas à décider, mais à trouver le site idéal. On a fini par rencontrer les gens de la ville de l'ancienne Lorette qui ont accepté de nous recevoir, puis accepter, c'est un petit mot, parce qu'ils ont vraiment été gentils avec nous autres. On a une collaboration extraordinaire, ainsi que l'école secondaire polyvalente de l'ancienne Lorette, là, la Fondation La Palle. Donc, on est choyés. Il y a des grosses chances. L'année prochaine, on revient ici. Là, ça va bien. On le sent d'ailleurs ici, on arrive, les gens de la ville sont de bonne humeur. L'organisation, il y a des tentes partout. Les policiers, c'est le fun, ils sont agréables, ils ont le sourire, ils nous jasent. C'est vraiment une atmosphère qui est vraiment plus intimiste, on pourrait dire. Oui, bien, les policiers, on les sudoit. Donc, on n'a aucun problème avec ça. Non, puis l'atmosphère est vraiment bien aussi. C'est moins vaste que l'ancien site. C'est plus regroupé. C'est sûr qu'il y a de l'asphalte, mais il y a aussi du gazon. Les gens ont le choix. Les premiers qu'on rentre, ils ont le choix entre le gazon ou l'asphalte. Il y en a qui aiment mieux sur l'asphalte. On a un marché aux puces encore. On a des food trucks. On a plein de choses qui font qu'on est très bien ici. Oui, c'est vraiment un beau site. Donc, on va probablement récidiver l'année prochaine. On l'espère bien gros. Les gens de l'ancienne Lorette sont bien confiants qu'on va faire des affaires ensemble l'année prochaine. Ça va être notre 25e édition. Puis l'an prochain, bien, c'est le 350e anniversaire de la ville de l'ancienne Lorette. Sûrement matcher de quoi. On va laisser ça aux besoins de Mme Villeneuve. Là. Moi, il y a un petit fit à trouver. Louise, je pense que tu as des secrets que personne n'a. Bien, c'est qu'on est plus en mode, je dirais, communication, puis attiré avec un thème particulier. Donc, Daniel le disait, des anniversaires, c'est toujours un prétexte pour faire les choses un petit peu plus en grand ou quelque chose du genre. Donc, on va sûrement avoir de belles discussions à ce sujet-là. Fait que cette année, le nouveau site, honnêtement, je suis impressionné. Oui, il y a de la verdure, il y a un bel équilibre, je te dirais. Puis les gens ont participé hier, samedi, c'était plein.
Oui, effectivement. Donc, on a une très belle réponse et je regardais les médias sociaux hier soir et ce matin et c'est vraiment très positif. Donc, on pense qu'en plus, ça va se savoir. On a eu très peu de temps cette année pour faire de la promotion. On avait plus ou moins 10 semaines. Là. Donc, on peut espérer là, que ça va se faire savoir de plus en plus puis que l'année prochaine, ça sera encore plus gros. Parle-moi un peu des activités qu'on a trouvées cette année ici sur le site, parce qu'il y a des nouvelles activités qu'on voit là. Bien, effectivement, disons qu'on a augmenté la qualité de notre concours vestimentaire. C'est qu'on l'ouvre à toute catégorie, tout genre et tout âge. Et puis, on a même la participation d'un groupe qui fait des petites coiffures avec des arrangements sur place. Donc, un concours cet après-midi ouvert à toute la famille. Bien entendu, on a notre famille Coup de cœur qui est reçue en grand avec l'entrée, repas et qui choisit la voiture de son choix. On a, comme disait, oui, effectivement, une belle halte-jeu là, avec des structures photos. Donc, en plus des camions cuisine de rue, une station-bar qui est nouvelle cette année, qui est très populaire. Donc, on a ajouté des choses, puis les gens, ils trouvent leur partie. Puis on va dire, c'est familial comme événement. C'est ce qui étonne les gens, dans le fond, puis c'est pour ça qu'on retrouve des gens de toute catégorie d'âge. Et puis, on recherche ce genre d'événements-là qui attirent les familles. Donc, on est bien content de ça. Fait qu'on s'enligne pour une édition 2023. Ah, absolument. On va se mettre dans nos devoirs, là. Je vous dirais, dès le mois d'août, là, on va être là-dessus. Super. Merci beaucoup à vous deux. Puis je vous souhaite une belle édition 2023. Et moi, si je peux me permettre, je voudrais dire un méga merci à Télémag, là, qui est présentateur aussi de l'événement, qui est un partenaire formidable. C'est pas juste parce que tu es là, Éric, c'est toute votre équipe. Vous êtes formidable. C'est facile de travailler avec vous autres. On adore ça. Donc, on vous remercie d'être toujours là pour nous. Vous êtes incroyables aussi. Merci beaucoup à vous deux. Puis bonne journée. Bon gala. Merci. Passion Auto-Rétro vous a été présenté par le magazine V8 Passion. C'était Éric Forcé, mais j'espère que vous avez apprécié. Au nom de toute notre équipe, je vous souhaite une très belle semaine et je vous donne un rendez-vous pour une autre émission Passion Auto-Rétro.